est sur les exercices. J'ai vu passer dans le chat, est-ce que j'ai raté quelque chose? Oui, Chloé. Madame, les notes du 3e trimestre comptent car on va sûrement pas reprendre. Alors, c'est une question très intéressante à laquelle je n'ai pas encore de réponse précise. Donc, suite à la réunion de jeudi dernier avec madame Allary et madame Ebarki, il a été, convenu qu'il était important de maintenir les évaluations sous forme d'évaluations formatives, c'est-à-dire ce que je fais avec vous, des QCM auxquels je mets des notes, tout avec un coefficient 0. Donc on voit que l'évaluation continue, mais pour autant, elle n'interviendra pas dans la note du 3e trimestre. Si on ne reprend pas, il n'y aura effectivement pas de notes en présentiel, hormis les notes qui ont été faites, qui ont été obtenues avant le confinement. La question se pose parce que toutes les classes n'ont pas eu ces notes-là avant le confinement. Donc, ce n'est pas très égalitaire. Donc, la question se pose et nous n'avons pas encore de réponse à vous donner. Voilà. Ensuite, par ailleurs, Dorian, c'est effectivement pas très significatif. Ce qui est embêtant, par exemple, dans mon cas, je crois que j'ai une de mes terminales, je ne me souviens pas laquelle, qui a des notes de TP et donc des notes entre 15 et 20, on va dire. Ça veut dire qu'au 3e trimestre, certains ont en physique 15 sur 20 ou 17 sur 20. Donc si ensuite je fais la moyenne sur l'année, globalement, je monte des moyennes qui étaient genre à 7 ou 8 sur 20 et grâce à ce 3e trimestre, j'arriverai à faire que mes élèves aient le bac. D'accord? Donc c'est pas très juste parce que ces notes de TP ne représentent pas réellement un niveau global. Tant mieux pour eux, oui, à noir. Mais c'est pas juste par rapport à l'autre classe de terminale pour laquelle j'ai pas pu faire de TP, tu vois, par exemple. Ou une autre classe une autre terminale encore qui, elle, aurait des meilleurs TP encore. Bref, c'est pas très égalitaire. Donc, on est en train de réfléchir à qu'est-ce que l'on pourrait proposer pour qu'au moins au niveau du lycée, hein, on ait la même politique. Voilà, sachant que bien sûr, chaque établissement va faire sa sauce. Donc, cette commission d'harmonisation qui aura lieu pour dire qui a le bac, qui n'a pas le bac, elle sera vraiment essentielle justement pour essayer de lisser toutes ces inégalités entre différents établissements. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Les notes du bac blanc, Jade, c'est une question qu'on se pose. Vraiment, je n'ai pas la réponse. Alors, j'ai suivi toute la réunion de jeudi, hein, sur tout le long. OK, on a bien entendu que certains avaient eu des notes bien pourries en histoire géo, par exemple. J'ai entendu monsieur Monroubia s'en plaindre. Donc, des notes pourries en histoire géo qui font que vous avez une note une moyenne catastrophique au 3e trimestre, d'accord, qui ne vous aide pas du tout. Donc, il faut savoir ce qu'on en fait. Pour l'instant, la décision n'a pas été prise. Alors, le sondage, il y est toujours le sondage, il tourne. Combien d'heures consacrez-vous à vos études par jour, Lucas? C'est par rapport à quoi, s'il te plaît? Je ne sais pas, la question n'est pas claire. Donc, c'était pour avoir une idée du nombre d'heures que vous passez par jour à bosser, incluant les classes virtuelles. D'accord? C'est juste personnel. Hein, et je te demande juste d'être honnête et on ne peut plus répondre. D'accord, c'est fini. OK, je ne pensais pas en le fermant que je... OK. Bon, c'est pas grave. Comme tu demandes la parole? On va commencer si vous voulez bien. Oui. Alors, donc, on commence par la correction des exercices qu'on aurait dû faire jeudi dernier. Donc, je n'ai pas eu suffisamment de temps. Ah, OK, ça marche. Donc, le numéro 18, Pierre et Paul. Donc, dans un train en mouvement rectiligne uniforme roulant à très grande vitesse, Pierre s'est placé au milieu d'un wagon avec une télécommande optique particulière commandant les portes. L'appareil envoie simultanément 2 signaux lumineux au détecteur situés au niveau des portes avant et arrière du wagon. OK, merci Riyad. Au moment où Pierre passe à la pont de Paul, immobile sur le quai, il actionne la télécommande. Les 2 portes se sont ouvertes en même temps, s'écrie Pierre. Et Paul lui répond, non, la porte arrière s'est ouverte avant la porte avant et on vous demande de préciser qui a raison. Et bien sûr, on ne va pas se contenter d'un Pierre a raison ou Paul a raison ou voilà.
D'accord? Donc on attend surtout la justification, c'est ce qu'il y a de plus important derrière. Alors déjà, indiquez-moi si, alors je vais faire plutôt ça peut-être, comme ça j'aurai les réponses de tous. Je vais vous faire un sondage. Allez, ça va pas tarder à apparaître. Allez, c'est bon. Vous pouvez répondre comme ça j'aurai comme ça je verrai surtout quel est votre degré de compréhension de la leçon. J'avais pas pensé à le faire, récemment ça, et finalement cet outil de sondage peut être très intéressant. Donc ça va me permettre de savoir qui comprend, qui comprend pas, qui est complètement largué. Donc, laissez-vous, quelques secondes pour répondre s'il vous plaît. Allez, j'ai 56 élèves qui ne n'ont pas répondu. Ça fait beaucoup.
Alors, je suis revenue. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je me suis déconnectée, reconnectée. OK, ça fonctionne. Allez, ça marche. Bon, je me demande si c'est pas le sondage qui fait bugger, je sais pas, trop d'infos qui circulent et du coup, j'ai pas assez de connexion pour je sais pas. Bon, alors du coup, le sondage montrait que nous avions 40 personnes au moins qui s'étaient positionnées sur la bonne réponse, qui est la 4, c'est-à-dire les 2 ont raison. Alors pourquoi les 2 ont raison? C'est pas évident de vous donner la parole, à moins que quelqu'un veuille la prendre, ce sera avec plaisir. Mais du coup, pourquoi les 2 ont raison? Eh bien, que je sois dans le wagon ou que je sois sur le quai de la gare, eh bien, je vais voir effectivement ce que décrivent les 2 individus, c'est-à-dire pour Pierre qui est dans le train, je vois bien les 2 portes qui s'ouvrent en même temps. Pourquoi? Parce que, vu du train, le signal va mettre exactement la même durée pour parcourir la distance qui sépare, Pierre des portes avant et arrière, puisque Pierre est, exactement situé au milieu du train. Par contre, vu de Paul, vu que le train avance, je comprends que le signal qui va vers la porte arrière va devoir parcourir une distance moins grande avant d'atteindre la porte que le signal qui part vers la porte avant. Pourquoi? Parce que le train allant vers la droite, eh bien, la porte arrière se rapproche du signal au fur et à mesure que le signal se propage. D'accord? Donc, du coup, effectivement, tous les 2 ont raison. Dans le référentiel du wagon, la lumière parcourt des distances identiques, donc les portes s'ouvrent en même temps. Par contre, dans le référentiel terrestre, la porte arrière se rapprochant, forcément le signal va l'atteindre avant qu'il atteigne la porte avant, et donc la porte arrière s'ouvrira avant. Donc, je me rends compte, grâce à cet exercice, que 2 événements qui sont simultanés dans un référentiel ne le sont pas forcément dans notre référentiel. Ça, c'est très important, c'est le principe de la relativité du temps, d'accord? Le temps est relatif, c'est-à-dire il est dépendant du référentiel dans lequel je le mesure, par exemple. D'accord? Donc, Chloé qui dit: «Mais alors, les portes s'ouvrent en même temps ou pas?» Eh bien, bien sûr que les portes s'ouvrent en même temps, vue de Pierre ou vue de Paul, parce que, la vitesse du train n'est pas suffisante pour pouvoir mesurer une différence. D'accord? Mais si j'arrivais à mesurer le temps avec une décimale, très, très faible, d'accord? Au milliardième de millième de machin, une différence, d'accord? Bien sûr que dans notre vie quotidienne, avec mes instruments de mesure du quotidien, je note pas cette différence-là. Mais elle existe du fait qu'il y a un déplacement du train par rapport à l'observateur qui est sur le quai. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà, Maëlie, tu as raison, il faut prendre en compte le déplacement du train. Alors ces questions-là, on se les pose pas en temps normal parce que bien sûr, c'est quelque chose qui s'observe, je l'ai dit, hein, au milliardième de milliardième et donc on ne le mesure pas dans notre vie quotidienne. OK? Mais en toute rigueur, il y a une différence, d'accord? Infiniment faible, mais elle existe et cette différence serait de moins en moins faible au fur et à mesure que quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui ferait que cette différence, je ne pourrais plus la négliger? Cela dépend de quoi? J'espère que ça, tout le monde l'a compris aussi. OK, bien sûr, Chloé, cela va dépendre de la vitesse du train. Donc, j'espère que vous aurez compris que la relativité, en fait, ce chapitre de la relativité, heu, correspond en fait la relativité, c'est la mécanique de la grande vitesse, la mécanique des grandes vitesses. C'est-à-dire que dans notre vie au quotidien, où j'ai des vitesses qui sont, du quotidien, raisonnables, cette relativité du temps ne se manifeste pas, hein. C'est lorsque j'atteins une vitesse importante que là, les effets relativistes vont se ressentir et ça, c'est ce que l'on va selon de selon selon de oh là là, je j'y arrive pas du tout, j'ai buggé. Ce dont on va parler dans la suite, voilà. Allez, on passe à l'exercice suivant. J'espère que tout était clair et on passe à la planète des singes. Donc c'est un vieux film, hein, un vieux film, peut-être vous l'avez déjà vu. Bref, on vous rappelle, on vous raconte que tu l'as vu Victor, très bien. OK.
On vous rappelle que donc on a un équipage qui embarque en 1972 dans un vaisseau spatial. On néglige les phases d'accélération et de décélération et au terme d'un voyage de 18 mois, ce vaisseau revient sur la Terre, mais l'équipage ne reconnaît plus la planète qui est dominée par les singes. L'homme a disparu et nous sommes en l'an 3978. Hem Voilà, du coup, la question 1. Pourquoi il s'est écoulé plus de 18 mois sur Terre pendant le voyage du vaisseau spatial? Allez, cette question, elle est fondamentale. Elle me permet de voir si vous avez compris ce concept de relativité. Pourquoi il s'est écoulé plus de 18 mois sur Terre pendant le voyage du vaisseau spatial? Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alors, pour l'instant, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à la question 1? Un qui se lance sur la question 1. Pourquoi s'est-il écoulé plus de 18 mois sur Terre pendant le voyage du vaisseau spatial? Allez, là, ça permet pareil, rappeler tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Pourquoi ne s'est-il pas écoulé la même durée? Car le vaisseau est en mouvement, très juste. D'accord? Il y a une différence, donc on a deux référentiels. Le référentiel lié à la Terre, le référentiel lié au vaisseau spatial. Et ces deux référentiels sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, ce qui fait que, phénomène de relativité du temps, deux événements simultanés dans un référentiel ne le sont pas dans un autre. La durée mesurée n'est pas la même dans un référentiel et dans l'autre. Très bien. Alors, comprenons pourquoi quel est le référentiel propre? Allez, je vais plus loin. Quel est le référentiel propre? OK, celui du vaisseau. Donc c'est dans celui du vaisseau qui est en mouvement que l'on va mesurer la durée propre. Et si vous vous souvenez, et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, il y a une relation qui existe entre la durée mesurée et la durée propre, et la durée mesurée est égale à gamma delta Tp. Gamma étant plus grand que 1, on aura toujours un delta Tm qui sera plus grand que le delta Tp. Donc la durée mesurée sera plus grande que la durée propre. OK? Ici, la durée propre vaut combien? Allez, combien vaut la durée propre, s'il vous plaît? Parfait. 18 mois pour les 3 qui répondent, 18 mois. Donc la durée mesurée, elle vaut combien? Allez, pour les autres, ceux qui n'ont pas répondu, s'il vous plaît, que ça change un petit peu. Merci Hugo, merci Riyad, merci Camille. Allez, d'autres que je n'entends ou que je ne vois pas souvent sur le chat. Combien pour la durée mesurée, s'il vous plaît? La durée propre, 18 mois. La durée mesurée, combien? OK pour Victor, OK pour Riyad, OK Alix qui apparaît, merci Alix. Alors 2000 ans, donc c'est, à la louche, hein, Alix, on va dire. 2006 pour Maxime, très bien. OK, ça marche. Le calcul important, c'est 3978 moins 1972. Donc effectivement, pendant le voyage du vaisseau spatial qui, vu du vaisseau, a duré 18 mois, eh bien, quand ils reviennent sur Terre, il s'est écoulé 2600 ans. Donc, il s'agit du phénomène, pour répondre à la question 1, hein, il s'agit du phénomène de dilatation des durées. C'est le terme qui est employé. Donc attention, hein, on a dit dilatation des durées, ça dépend dans quel référentiel. La dilatation des durées s'observe dans le référentiel que l'on a nommé impropre, par opposition au référentiel propre. Donc, phénomène de dilatation des durées pour les observateurs qui sont immobiles sur Terre. 18 mois se sont écoulés à bord du vaisseau, alors que 2600 années ont passé sur Terre. L'horloge qui se déplace, donc celle qui est à bord du vaisseau spatial, par rapport à la Terre, bat plus lentement. D'accord? Le temps s'écoule moins vite dans le vaisseau spatial que sur la Terre. Si le temps s'écoule moins vite, forcément la durée est plus faible dans le vaisseau spatial, hein. Ne vous mélangez pas les pinceaux.
le temps s'écoule moins vite, ça va avec le fait que la durée soit donc plus petite. Si le temps s'écoule plus vite, ça veut dire que la pendule tourne plus vite, hein, les aiguilles tournent plus vite. Le temps s'écoule plus vite, ça veut dire du coup que la durée sera plus grande. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dilatation des durées, et c'est ce que l'on a observé sur Terre. D'accord? Donc voilà ce qu'il fallait dire. Petit retour sur le cours. Phénomène de dilatation des durées du fait qu'il y a donc un référentiel en mouvement par rapport à un autre. Alors, question suivante. Quelle est la vitesse du vaisseau spatial? Alors, comment calcule-t-on la vitesse du vaisseau spatial? Cette question 2, elle m'intéresse parce que forcément, il y a des maths et parfois en mathématiques, en résolution mathématique, vous êtes un peu light, d'accord? Donc cette question-là, il faut savoir la faire. Simon, il va vite, très juste, j'aime bien. Il va vite, il va combien vite, Simon? Ok, on va se servir du coefficient de Lorentz, donc le gamma, le fameux gamma. Donc, quand vous voyez à l'écran, je vous ai mis le delta Tm égale gamma delta Tp, je vous l'ai mis en rouge, cette relation serait à connaître, et je vous ai mis ensuite en noir, hein, le gamma n'est pas à connaître sur un sujet de bac, on vous l'aurait rappelé. Donc, on vous demande de calculer la vitesse. Donc, c'est simple, hein, on a une relation, une équation à résoudre, il faut sortir le V de cette relation, sachant qu'on a delta Tm, on l'a, delta Tm, on a dit, égale 2600 ans. Delta Tp égale 18 mois. Alors, Johan, tu me proposes une réponse. Alors, je regarde, est-ce que j'ai la même chose que toi? Ça a l'air de ressembler à ce que j'ai. Ouais, très juste. Avant de donner la réponse, on va plutôt se faire la résolution. D'accord? Je pense qu'elle est importante pour beaucoup d'entre vous. Donc, on se fait ça sur le tableau. Bien sûr, le but, c'est que tout le monde ait su le faire chez lui. Alors, je repars de la relation delta Tm égale gamma delta Tp égale 1 sur racine de 1 moins V. Allez, je mets directement au carré. VKU V sur C au carré delta Tp. OK. Pensez qu'il faut rester avec l'expression littérale, donc on n'introduit pas les valeurs dès le départ. On va d'abord résoudre l'équation et ce n'est qu'à la fin que nous passerons à l'application numérique. Alors donc, on y va, il faut extraire le V de ce machin-là. Donc, on va commencer par le passer au numérateur. Donc, je vais multiplier par racine de 1 moins V carré sur C au carré des deux côtés. D'accord? Donc, j'aurai racine de 1 moins V carré sur C carré delta Tm égale racine de 1 moins V carré sur C carré sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Ça se simplifie, c'est donc égal à delta Tp. OK? Donc déjà, c'est plus sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour petit à petit approcher du V égal? Allez, donnez-moi l'étape qui suit. OK, je mets au carré. Donc, j'aurai 1 moins V carré sur C carré delta Tm au carré égale delta Tp au carré. Parfait. Maintenant, il faut que je développe pour extraire le V carré, hein, d'accord? Donc, ça fait delta Tm au carré moins V carré sur C carré delta Tm au carré égale delta Tp au carré. OK? Allez, j'ai plus maintenant qu'à mettre d'un côté tout ce qui ne contient pas de V et de l'autre côté garder le V. Je vais me passer le V carré sur C carré à droite, comme ça je vais avoir un signe plus au lieu d'un signe moins. Ça devient delta Tm carré moins delta Tp carré. Je le passe à gauche, hein, donc ça devient moins. Et le V carré sur C carré, je le passe à droite. Du coup, il devient plus. Voilà. C'est pas nickel, nickel. Hein. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Contrôlez-moi, c'est pas évident.
OK, je passe ensuite à V carré. Donc, je vais multiplier par C carré et diviser par delta TM au carré directement. Donc, j'aurai V carré égale, allez, je multiplie par C carré et je divise par delta TM carré. Donc, ici, ça va se simplifier et ça va apparaître de l'autre côté. Donc, C carré, delta TM carré, moins delta TP carré sur delta TM carré. Allez, on y est presque. Je finis en prenant la racine. Donc, V est donc égal à racine de tout ça. Le C va pouvoir sortir. Et j'ai la racine de ce qui est au-dessus. D'accord? Et je vais essayer de simplifier ce qu'il y a au-dessus. Je vois que delta TM carré sur delta TM carré, ça fait 1, moins delta TP carré, ouh là là, on n'y voit plus rien, sur delta TM carré. Voilà l'expression littérale. Delta 1 moins delta TP carré sur delta TM carré. D'accord? Donc voilà la résolution de cette équation qui vous conduit à V égale. Tout le monde doit savoir faire ça. Hein. Évidemment, tous ceux qui vont sur des études scientifiques derrière, évidemment, les autres, c'est moins grave. Alors, donc, ensuite, on passe à l'application numérique. Donc, C, c'est 3×10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, j'ai plus trop de place, hein, mais grosso modo, ça fait 3 fois 10 puissance 8 fois racine de 1 moins. Et ce qui va être important ici, c'est de vous mettre dans la même unité. Rappelez-vous, delta TP, c'est des moins. Donc, moi, je suis restée en moins. Donc, j'ai mis 18 mois au carré. Alors, excusez-moi, je n'ai pas assez de précision sur mon stylet pour voir bien le carré. 18 au carré sur, on a dit, c'était 2600 ans. Donc, 2600 fois, dans un an, il y a 12 mois. Et je mets tout ça au carré. D'accord? Ceux qui se sont embêtés à mettre en seconde, il n'y a pas de souci, hein, d'accord? Mais comme c'est un rapport de durée, il suffit d'être dans la même unité, puisque ça va se simplifier. L'unité va se simplifier. Hein. Si vous faites de l'analyse dimensionnelle, ce rapport de durée est sans unité. Donc, mettez-vous bien dans la même unité au numérateur et au dénominateur. Moi, je suis restée en mois pour m'éviter d'avoir un truc trop long à mettre sur la calculatrice. Et oui, j'ai dit 2600. Oui, oui, effectivement. Dans ma tête, c'était 2006. Et si vous regardez, hein, il est écrit 2006. Non, non, c'était bon. Donc, vous faites ce calcul-là et vous trouvez Samy Johan, pardon, plus haut, le 200. Alors, attends, il faudrait dire correctement. Bref, 299, machin chouette. OK? Donc, combien de chiffres significatifs, Johan? Qu'est-ce que tu en penses? Comment j'écris mon résultat? Là, tu m'as écrit le résultat de ta calculatrice. D'accord? 299 999 916 mètres par seconde. 4 chiffres significatifs, Franck? Pourquoi 4? Deux chiffres significatifs pour Riyad. Donc, on a effectivement 2 chiffres significatifs avec des i parce que la durée propre est donnée avec 2 chiffres, 18 mois. D'accord? On n'a pas plus d'informations. Ce n'est pas ces 18 mois, 30 secondes. Non, c'est 18 mois. D'accord? Donc, 18 mois ayant 2 chiffres significatifs, notre résultat va s'écrire avec 2 chiffres significatifs. Et du coup, le 200, ce qu'avait écrit Johan, hein, 299 machin chouette, est donc égal à, on comprend que ça fait 3×10 puissance 8 mètres par seconde. D'accord? Donc, on retrouve, regardez, on retrouve la vitesse de la lumière. OK? C'est clair pour tout le monde? Donc, je reviens sur l'autre écran, sur l'exercice. Le calcul nous a conduit à trouver que la vitesse du vaisseau doit être égale à la vitesse de la lumière pour que l'on ait ces durées, d'accord, 18 mois sur le vaisseau et 2600 ans sur la Terre. Du coup, ce scénario est-il envisageable? Qu'en pensez-vous?
Non, évidemment que non, hein. On n'arrive même pas à un millième de la vitesse de la lumière, effectivement. D'accord? Donc, effectivement, le scénario n'est pas du tout envisageable. On est incapable de faire voyager une fusée à cette vitesse. Et d'ailleurs, je vous ai trouvé un document bien, ici, d'accord? Je trouvais ça c'est un prof qui a fait ça, c'est bien comme travail. Donc, pour vous dire en fait où nous en sommes, hein, de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc actuellement, on est capable de faire voler des sondes à 38 kilomètres par seconde, d'accord? Ce qu'on pourrait envisager de faire, ce serait faire voler un vaisseau à 100 kilomètres par seconde. D'accord? Donc voilà ce qu'on est capable de faire, mais voilà ce que l'on pourrait atteindre. D'accord? Même si on arrivait à voyager à ces vitesses-là importantes, il nous faudrait des centaines d'années pour atteindre l'étoile la plus proche et donc espérer coloniser une autre planète. Donc la conclusion de tout ce développement, hein, que je pourrais vous mettre en pièces jointes, c'est que l'humanité restera sur terre. Voilà. Donc j'ai trouvé ce truc intéressant de qu'est-ce qu'on pouvait faire, où on en était, qu'est-ce qui nous coinçait, et cetera. On en est bien loin effectivement, Victor. C'est important d'avoir cet esprit critique quand on regarde ce genre de film. Allez, donc je reviens, j'espère que l'exercice est compris, d'accord? Donc on est incapable de faire voyager des, hem, des sondes, des vaisseaux à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Donc on est incapable d'avoir ces durées-là qui ferait que tiens, on arriverait et la Terre ne serait plus du tout dans le même état. Alors maintenant, on va avancer et voir du coup, on est en train de dire que, tout ça, ça ne s'observe pas sur Terre. Alors pourquoi avoir mis le chapitre de la relativité en terminale? Alors pourquoi? Parce qu'il y a quand même une application et c'est ce que vous avez découvert dans l'activité documentaire 3. Alors je reviens sur le cours. Donc je suis sur le cours. On s'était arrêté ici à la fin du grand 1. Donc je reprends où nous en sommes à la fin de l'activité documentaire, ici, voilà. Allez, donc le cours, je l'ai mis en ligne sur l'espace, sur le NT, d'accord? Dans l'espace pédagogique, donc si vous avez besoin de voir tout ça, c'est en ligne maintenant. Alors, grand 3, physique classique ou relativité restreinte. Donc avant d'avoir étudié ce chapitre sur Einstein, on a bien sûr étudié la mécanique classique, la mécanique de Newton, avec les 3 lois de Newton que vous devez connaître. OK? Et la question est, maintenant, est-ce que du coup, tout ce qu'on a dit, c'était nul, ça sert à rien? Est-ce que tout est effacé par la relativité restreinte ou pas? C'est la question de ce grand 3. Donc on va étudier dans cette partie dans quelle mesure l'action apportée par la relativité modifie le résultat des prévisions par rapport à la physique de Newton. Et ce qui va nous permettre de faire justement cette étude-là, le facteur de Lorentz, donc permet de comprendre quelle correction faut apporter à la mécanique classique de Newton pour tenir compte des effets relativistes. Donc, je vous demande de calculer les valeurs de gamma pour des horloges embarquées à bord d'un TGV qui avance à 300 km/h par rapport au sol terrestre. Allez, j'espère que vous avez votre calculatrice. Je ne vous ai pas rappelé la valeur l'expression littérale du gamma, à savoir 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré. Attention, je vous ai mis ici une vitesse en kilomètres par heure. La vitesse de la lumière, vous la connaissez en mètres par seconde, donc vous avez une conversion à faire. Donc, je veux savoir combien vaut le gamma pour un TGV qui avance à 300 km/h. Donc, faites-moi le calcul, s'il vous plaît. Pensez à faire la conversion kilomètres par heure, mètres par seconde. Rappelez-moi comment je passe de 300 km/h à une vitesse en mètres par seconde. Que faut-il faire? Toujours cette petite erreur, toujours ce petit doute. OK, il y a un 3,6, mais est-ce que je multiplie? Est-ce que je le divise? OK, très bien Riyad, je divise par 3,6, hein. Sachant que je fais 300 km en 1 heure, je vais forcément faire moins en 1 seconde. Donc c'est comme ça que je sais que je vais devoir diviser par 3,6. Essayez de faire ce calcul sans vous tromper dans vos parenthèses, s'il vous plaît, et annoncez-moi le résultat du gamma. Que vaut le facteur de Lorentz
Dans un cas, une situation usuelle, à la surface de la Terre, un TGV qui avance à 300 km/h. J'attends vos retours. Est-ce que c'est mieux? Oui, ça y est, ça a l'air de revenir. Ok, allez. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. La semaine dernière, tout fonctionnait bien. Je ne sais pas. Bon, alors, ça vous a laissé le temps de faire vos calculs. Le gamma pour Airbus A380. Allez, on va essayer d'accélérer un peu. Ok pour Franck, 1, effectivement, vous voyez que de passer de 300 km/h à 900 km/h, ça ne change pas. Vous trouvez un gamma qui vaut 1, tout simplement. Allez, faites-moi avec le 8000, avec pour la fusée Ariane 5. Donc, ce sera la même chose pour le satellite GPS. Faites-moi à bord d'Apollo 11. Très bien, Émilie. Donc, on trouve 1 pour tous, sauf pour le dernier, où vous trouvez effectivement, je valide, 26,9. C'est bon? D'accord? Donc, ceux qui n'ont pas eu le temps d'arriver au bout, vous le referez éventuellement. D'accord? Il suffit d'utiliser toujours la même expression, vous changez la valeur. Donc, je confirme le 26,9 que vous trouvez. Donc, un proton que l'on aurait accéléré dans le collisionneur de Genève. D'accord, ils ont un laboratoire sous terre où ils font donc, ils étudient le choc de particules lancées à très grande vitesse. D'accord, c'est possible en mettant une particule, rappelez-vous, dans un champ électrique, j'arrive à lui donner de la vitesse. D'accord, donc on fait ça dans le collisionneur de Genève. On atteint des vitesses très très proches de celles de la lumière et on voit à ce moment-là qu'on a un gamma qui vaut 26,9. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Simon, que la lumière est déconnectée du temps? Oui, oui, si, ça y est, je comprends. C'est ça. Tu as tout à fait raison, Simon.
D'accord? Tout à fait. C'est une bonne remarque. On est vraiment en limite et tu as raison, la lumière et le temps n'a pas d'impact sur la lumière. Tu as tout à fait raison. Donc si on arrivait à voyager à la vitesse de la lumière, eh bien, on ne vieillirait pas, c'est ce que ça veut dire. OK? Allez, je vous vois déjà en train d'imaginer plein de choses, mais vous avez vu qu'avec notre pauvre 38 kilomètres par seconde, on en est loin. OK? Donc ce ne sera pas pour cette génération-là, du moins. Allez, on enchaîne sur le cours. Donc, on vient de voir ici que, pour avoir des effets relativistes, c'est-à-dire pour avoir une durée qui diffère réellement de la durée propre, il faut qu'on ait des vitesses qui soient considérables. Donc, je vous ai mis dans le cours, les 5 premières valeurs sont tellement proches de 1 que, vu le nombre de chiffres significatifs, la correction relativiste ne modifie pas la valeur du temps mesuré. Donc, les 4 premières situations seront donc aussi bien décrites par la physique de Newton que par celle d'Einstein. Donc, on n'est pas obligé de se compliquer l'histoire. En appliquant les grandes formules compliquées d'Einstein, on peut se satisfaire de la mécanique classique de Newton telle qu'on l'a étudiée cette année. Ça fonctionne très bien quand on a des vitesses donc, qui sont plutôt faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Par contre, ce n'est pas le cas quand on a une particule, par exemple, qui voyage à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière. Donc, on vous dit que pour que la durée mesurée diffère de 1% de la durée propre, il faudrait une vitesse supérieure à c/10. Mais ceci, on n'arrive pas à le faire, donc c'est bien au-delà des possibilités des engins les plus rapides conçus par l'homme. Cependant, même à faible vitesse devancée, les effets relativistes peuvent être mesurés par les horloges atomiques actuelles et c'est ce que l'on va faire dans l'activité documentaire. D'accord? Donc, l'activité documentaire que vous aviez à faire pour aujourd'hui, sur quel principe fonctionne le système GPS, va mettre en évidence la nécessité d'inclure les effets relativistes pour positionner une voiture à la surface de la Terre. Allez, on y va. Est-ce qu'il est utile que je lise tous les documents ou est-ce qu'on peut passer directement aux questions? Qu'en pensez-vous? Je vois l'heure qui tourne, il est 11h46. Est-ce qu'on peut passer aux questions ou est-ce qu'il y a besoin, et il n'y a pas de souci, hein, s'il faut le faire, je le fais avec plaisir, ou est-ce qu'on relit les documents? Donc la question est, est-ce que je relis les documents avec vous? OK pour Riyad, très bien. Je comprends que 65 personnes qui vont s'exprimer, ça va pas être évident. Pas besoin, je pense. J'espère qu'au moins, même si vous n'avez pas fait le travail précisément, vous avez au moins pris le temps de lire les documents. On aura l'occasion d'y revenir petit à petit à chaque question. Donc, allez, merci pour les 2 qui ont répondu. C'était peut-être pas une grande majorité, même pas du tout. Peut-être que ça cache du coup des élèves qui auraient voulu qu'on le lise. Allez, tant pis, je prends le parti de ne pas le faire et je passe aux questions. Allez, donc il y a tout un blabla, d'accord, sur lequel on reviendra chaque fois qu'il y en aura besoin pour répondre aux questions. Donc on vous raconte que le système GPS, le Global Positioning System, a été conçu donc par les Américains pour les militaires, d'accord? C'était, à disposition des militaires que ça a été fait. On vous dit que ça fonctionne grâce à 24 satellites qui sont donc en orbite autour de la Terre et qu'il y en a donc 24 qui tournent tout le temps, constamment autour de la surface de la Terre. On vous dit que ça permet de déterminer la position avec une précision inférieure à 5 mètres, également l'heure. On vous dit aussi que ça permet de déterminer la position par triangulation et on reviendra sur cette question plus tard. Allez, on y va sur la première question. Quelle est la nature des ondes émises par les satellites utilisés par le système GPS? Quelle est leur vitesse de propagation? Donc une question toute simple. Je peux retourner sur le document pour aller chercher la réponse, hein, mais même si j'avais pas de document, je suis censée savoir que forcément le système GPS va fonctionner avec des ondes électromagnétiques. On n'a pas le choix, hein. C'est soit, rappelez-vous, un petit rappel sur les ondes, soit des ondes électromagnétiques, soit des ondes mécaniques. Les ondes mécaniques ont besoin d'un milieu matériel pour se propager.
ce qui n'était pas le cas des ondes électromagnétiques. Or, nous savons que si les satellites sont à très haute altitude par rapport à la Terre, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a donc pas de milieu matériel pour les véhiculer, donc c'est nécessairement des ondes électromagnétiques. Et qui dit onde électromagnétique dit qu'elle se propage à la vitesse de la lumière. Très juste, d'accord ? Ok, on passe à la question suivante. Combien de satellites faut-il pour localiser une position? Alors, j'avais mis ça parce que j'avais prévu, ok, de faire un sondage, mais j'ai l'impression du coup que ça, on va voir. On va voir si du coup, comme ça j'aurai les retours de tous. L'idée c'est juste de voir donc si vous l'avez fait, si vous avez compris, si vous êtes à la rue ou pas. D'accord ? Allez, ça y est, c'est fait. Je pense qu'il est en ligne. Et comme ça, du coup, j'aurai vos retours plutôt que les 4 ou 5 qui s'expriment sur le chat régulièrement. Allez, donc, très bien, ça va très vite, parfait. Les réponses que vous me donnez me conviennent bien. Ok, donc vous ne pouvez pas le voir, hein, ce que répondent les autres, mais là, actuellement, j'ai 27 qui n'ont pas répondu, mais 36 qui sont positionnés sur la 3, 2 qui sont positionnés sur la 4. Donc, c'est pas mal du tout. Ça me permet donc de voir que globalement, j'ai l'impression que tout le monde a bien compris, tout le monde a su répondre à la question. Ok, il reste encore 22 qui n'auraient pas répondu. Allez, je vais clôturer le sondage, d'accord? Parce que je pense que c'est ça aussi qui me fait... Agathe, tu n'as pas répondu. Anthony non plus. Benoît non plus. Damien. Dorian, Dylan. Bref. Allez, je clôture. Allez, c'est fermé. Donc, 42 personnes se positionnent sur la réponse 3. Il faut effectivement 3 satellites. Ah, c'est bizarre, Anthony. Tu le vois en bas. Je ne sais pas si tu regardes en bas de ton écran, tu as à côté de la personne qui lève le doigt pour demander la parole, tu as une espèce de graphique. Il faut cliquer là-dessus pour avoir accès au sondage. Bon, de toute manière, là, je l'ai fermé pour pas que ça me prenne des ressources. Alors, du coup, vous êtes 42 à avoir voté la réponse C. Effectivement, il faut 3 satellites pour déterminer la position. Alors, il est écrit qu'il en faudrait peut-être même 3 ou 4. Alors, je vous raconte comment ça fonctionne. Donc, j'ai mis, il faut au moins 3 satellites pour repérer une position. Donc, j'ai bien aimé ce schéma-là. Donc, j'ai pris ce schéma plutôt que celui qui est donné dans l'activité documentaire. Regardez ici, donc, ce qui est représenté en rouge, là, avec des espèces d'ailes, ce sont les satellites. Donc, ici, lorsque le satellite va envoyer un signal, mon GPS va le recevoir et va renvoyer l'information, d'accord? Donc, il y a une onde émise par le satellite, reçue par le GPS de la voiture, renvoyée vers le satellite. À ce moment-là, donc, je sais à quelle distance du satellite est situé le véhicule qui a renvoyé l'information. Donc, à quelle distance? Ça me dit, je ne sais pas, moi, 20 000 km. Je vais prendre cet exemple-là. Je sais que la voiture est à 20 000 km de ce premier satellite. 20 000 km, ça correspond à toutes les positions qui sont situées sur une sphère, la sphère bleue que vous avez à l'écran. Donc, le véhicule peut être n'importe où sur cette sphère, puisque je sais, en mesurant le temps mis par le signal pour faire l'aller-retour, que cette voiture est à 20 000 km. Ça ne suffit pas. Donc, un seul satellite ne suffit pas pour repérer la position précise du véhicule. Donc, un deuxième satellite fait la même chose. Envoie ce signal reçu par le GPS de la voiture, renvoyé vers le satellite, qui va dire le véhicule est à telle distance de ce deuxième satellite. Donc, ça veut dire je prends une autre sphère et je vais me dire le véhicule est à la fois sur la sphère bleue et à la fois sur la sphère vert cacadois là, que vous avez en haut. OK ? Donc, s'il est à la fois sur la sphère bleue et sur la sphère vert cacadois, il ne peut être qu'à l'intersection de ces deux sphères.
donc se situer sur le cercle rouge que vous avez là. L'intersection de deux sphères est un cercle. OK, ça laisse encore plein de positions possibles. Donc, je vais finir de trancher en utilisant un troisième satellite qui va faire la même chose, hein. Vous voyez d'ailleurs que la sphère n'a pas n'a pas le même rayon parce que, la durée mise par le signal pour faire l'aller-retour est visiblement plus petite. Donc, la voiture est plus proche de ce troisième satellite. Donc, je sais que la voiture est située quelque part sur cette sphère verte. Elle était déjà située sur le cercle rouge et elle doit être aussi sur la sphère verte. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus que 2 positions possibles. Donc, avec 3 satellites, j'identifie 2 positions possibles pour le véhicule. Et évidemment, je vais trancher en disant, sur ces 2 positions, statistiquement, il est peu probable que ces 2 positions se situent parfaitement à la surface de la Terre. Donc, il y a forcément un cas aberrant et donc par triangulation, 3 signaux, 3 satellites, je vais déterminer la position de la voiture à la surface de la Terre. OK? Allez, j'espère que ça c'était clair et on enchaîne avec la question suivante. Alors, où sont localisés ces satellites? Il est écrit à l'aide des données, donc dans les documents, calculer en heures leur période de rotation autour de la Terre. Et donc, même chose, je ne le ferai pas trop souvent à ce genre de choses parce que ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment intéressant pour moi parce que ça me permet donc de savoir ce que vous dites, ce que vous répondez. Alors, on vous demande la période en heures de rotation de ces satellites. Donc, je ne m'embête pas à écrire la question, vous l'avez à l'écran. Je vous donne juste les propositions pour que vous puissiez trancher. Alors, s'il vous plaît, pas de réponse dans le chat, comme ça ne donne pas d'indication. Voilà les propositions, ça y est, ça arrive. Vous pouvez répondre. Donc, pour Anthony, donc tu vois, j'espère que tu vois le graphique en bas de ton écran, à côté de la personne qui lève le doigt, pour savoir qu'il faut appuyer là-dessus pour avoir accès au sondage. D'accord? OK, ça y est, ça marche, tu le vois. Impeccable, avec plaisir. Allez, très bien. Personne n'avait répondu, j'espère, dans le chat avant. OK, j'ai pas l'impression. Impeccable. Donc, du coup, vraiment, vous ne vous êtes pas consulté. Et vraiment, c'est important pour moi. C'est comme en cours, au moins comme ça, je vois. Allez, il y a quand même 51 personnes qui n'ont pas encore participé. J'ai plein. Là, c'est moins tranché que tout à l'heure. Il y a une majorité qui se dessine, mais j'ai des réponses pour toutes les propositions. Allez, j'attends un petit peu avant de vous donner le résultat pour ne pas orienter. Alors, Antoine, tu n'as pas répondu. Benoît non plus. Camille, Candice, Com, Damien, etc. D'accord, je regarde juste. Élise, tu peux aussi trancher si tu veux, avec plaisir. Léa aussi. D'accord, participer au sondage, ça permet aussi que ce soit un peu plus interactif. Romain, n'hésite pas. Nadia, Nicolas, Noan. Allez, donc 26 qui n'ont pas répondu, c'est dommage. Pareil, je vais clôturer pour ne pas perdre trop de temps. Alors, je suis contente finalement d'avoir fait ce sondage parce que ça me permet de voir là pour le coup qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Au pif, Alix, franchement, au pif, je me doute que parmi vous, il y en a plein qui ont répondu au pif. Ceux qui ne répondent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas, qu'ils ne veulent pas mettre un truc au pif justement, ou parce qu'ils sont partis et ne sont juste là que virtuellement? Je ne l'ai pas fait, donc oui. Et Alix, en 2 secondes, je pense qu'il y a moyen que tu le fasses. Alors, on y va. On va répondre à ça. Donc, Mathieu, Mathias, tiens, Mathias, d'habitude, tu es actif sur le chat, là, je ne te vois pas. Laurie, Lila.
Allez, donc je clôt le sondage. Vous êtes 2 à avoir répondu 6 heures. Vous êtes 24 à avoir répondu 12 heures. Vous êtes 8 à avoir répondu 18 heures et 6 à avoir répondu 24 heures. Et j'ai l'impression que j'ai un problème de son. Est-ce que tout le monde a entendu? Ok, vous. Ok. D'accord, c'est bizarre. Ok, c'est reparti. Allez, ça marche. Donc 27 bonnes réponses. Honnêtement, je pense que du coup, c'est peut-être 27 qui ont fait l'activité et les autres n'ont pas fait l'activité. Donc, c'est un petit pourcentage. Alors, il y a marqué, il faut calculer la période de rotation de ces satellites. Alors, allons chercher l'information dans le document. Hugo, elle est toute simple, regarde. On te demande une période de rotation. Alors, il faut que j'aille chercher une information sur ces satellites. Allez, je cherche dans le document. Ça y est, j'ai ce qu'il faut sous les yeux. Alors, Hugo, regarde, comment on calcule une période de rotation? Comment on calcule une durée déjà? Allez, on part de la base. Comment calculons-nous une durée? Alors, je n'ai pas demandé une distance, vous êtes plusieurs à me répondre ça. D'accord? Comment on calcule une durée? Ok, D sur V. D'accord? Delta T égale D sur V. Ok, très bien. D sur V. Ok. Quelle est la distance parcourue par le satellite? Allez, réfléchissez, j'ai un satellite en rotation autour de la Terre. Quelle est la distance qu'il parcourt? Déjà, quelle est la forme de sa trajectoire? Quelle est la forme de sa trajectoire? Ok, circulaire. Très bien. Quelle est la distance d'un cercle? La distance parcourue sur un cercle. Comment on l'écrit? Quelle est la distance d'un cercle? Donc, le périmètre de pi r. Très bien, on a tout. Que vaut r? Regardez, je vous ai affiché à l'écran l'info. Que vaut r? Alors, il y a une petite subtilité. Est-ce que vous la voyez? Que vaut r? Alors, vous êtes plusieurs à me répondre 20 000. Et je vous dis, attention, il y a une petite subtilité. Et normalement, cette subtilité, elle doit vous revenir en mémoire parce qu'on en a parlé quand on a fait justement l'étude des satellites. Oui, super, Charline. D'accord? Attention, il est bien écrit à une altitude de 20 000 km. Donc, le satellite est à une altitude de 20 000 km. Attention, ça veut dire que sa distance qui le sépare, donc le satellite jusqu'au centre de la Terre, c'est 20 000 plus le rayon de la Terre. OK? Donc, effectivement, 6 500 km, c'est plutôt 6 400 km, le rayon terrestre. Donc, il faut effectivement prendre ceci en compte. D'accord? Donc, on fait 2πr, donc 2π fois 20 000 plus le rayon de la Terre, sur la vitesse, et on vous dit que la vitesse d'un satellite, c'est 3,85 km par seconde. OK? Allez, donc je reviens à la question. J'enlève ceci. Donc, vous avez tout. Pour avoir la période, on fait T. La période, c'est notre grand T. Hein. Pour ceux qui auraient gardé delta petit t, c'est pas faux, mais c'est moins précis. Une période, c'est notre grand T. Donc, c'est un mouvement périodique qui a lieu tous les d'heures. Vous faites 2π RT plus H, donc le rayon de la Terre plus l'altitude, la hauteur qui sépare donc la surface de la Terre du satellite, divisé par la vitesse. Donc, hop, on fait ce petit calcul. Je me suis mise en mètres, 6400 km, donc 6410 puissance 3 mètres, plus 20 000 km, 10 puissance 3, divisé par des mètres par seconde. Je me suis donc mise dans les unités du système international. Vous pourriez me dire à ce stade-là, et vous auriez raison, madame, vous auriez pu rester en kilomètres. Effectivement, puisque j'avais des kilomètres en haut et des kilomètres par seconde en bas, le principal est la seconde, c'est-à-dire l'unité du système international, puisque les kilomètres vont se simplifier.
Bref, j'arrive à ce calcul, je trouve un résultat en secondes, il faut vraiment avoir ça en tête. J'ai un résultat en secondes et je le convertis bien sûr en quelque chose qui m'est plus familier. Donc je vais diviser par 3600 pour avoir le nombre d'heures associées. D'accord? Et ça fait 12 heures. Ça veut dire qu'il faut 12 heures à ce satellite pour faire le tour de la Terre. Alors je vous ai mis ici une animation, je ne sais pas si vous la voyez. OK, je ne sais pas si vous voyez le mouvement à l'écran. Donc c'est une application qui vous montre, en temps réel où sont les satellites par rapport à la Terre et ça vous dénombre le nombre de satellites tout le temps visibles d'un point de la Terre où vous vous situez. Donc vous voyez que le nombre de satellites visibles varie entre 6 et 11, 6 et 10, d'accord? C'est à peu près toujours le nombre de satellites qui couvrent une zone de l'espace. OK? Victor, je n'ai pas la réponse à cette question, d'accord? C'est une question intéressante, je me la suis posée, heu, je me la suis posée. Géostationnaire, ça veut dire sur une altitude plus importante, d'accord? Sur une altitude plus importante. Est-ce qu'il y a du trafic sur, l'orbite géostationnaire qui fait que, du coup, il y a pas la place pour mettre ces satellites-là? Je n'ai pas la réponse, à vrai dire, d'accord? Est-ce que c'est plus simple technologiquement de les mettre plus bas, d'accord? Il y a moins d'énergie à dépenser pour les faire arriver à cette altitude-là, d'accord? Donc il y a plusieurs, je pense, plusieurs, contraintes à prendre en compte. Allez, donc je reviens sur la question. Je vois qu'il est 12h05. Allez, je continue encore sur une ou 2 questions? Puisqu'on a commencé tard aujourd'hui à 11h10, donc je me prends 5 minutes de plus. Évaluer la durée minimale de propagation du signal entre un satellite et un utilisateur terrestre. Donc toujours pareil, hein, des petits calculs de votre niveau, pas de difficulté. Donc on vous demande une durée, la durée que met le signal entre le satellite et le GPS qui est à la surface de la Terre. Donc toujours pareil, delta t égale d sur v. Attention, quelle est la distance que l'on va prendre en compte maintenant? Est-ce que c'est 20 000 plus 6 400? Qu'en pensez-vous? Quelle est la distance que l'on considère cette fois? OK, très bien. C'est la distance qui sépare le satellite de l'utilisateur. Donc l'utilisateur est à la surface de la Terre. Donc delta t égale d sur v. J'irai même plus loin. Quelle est la vitesse que l'on considère? On parle cette fois de la propagation du signal, pas de la propagation du déplacement du satellite. Donc maintenant, c'est la vitesse du signal. Or, on a dit que le signal, c'était une onde électromagnétique, donc c'est la vitesse de la lumière, très juste. D'accord? Donc, vous faites votre calcul, delta t égale d sur c. Vous vous adaptez, vu qu'on parle de la vitesse de la lumière. 20 000 10 puissance 3 pour être en mètres, sur 3 10 puissance 8 pour être en mètres par seconde. Des mètres sur des mètres par seconde, ça fait bien des secondes. Et donc, vous deviez avoir un 10 moins 3 qui apparaissait, donc j'ai converti, ça fait 66,7 millisecondes. Donc, il faut seulement 66,7 millisecondes au signal pour aller du satellite à votre GPS. Allez, je fais encore une question, la question qui suit. Pourquoi les récepteurs GPS de nos voitures doivent être resynchronisés? Et qu'est-ce que veut dire resynchroniser du coup? Alors, j'ai pas de retour parce que ça doit pas être évident peut-être d'écrire tout ça. Alors, les GPS de voiture sont resynchronisés parce que
ils n'ont pas à bord une horloge atomique. C'est-à-dire qu'ils ont une vulgaire horloge, d'accord? Effectivement, à cause de l'heure, et l'heure n'est pas forcément toujours à l'heure, d'accord? Or, on a vu sur le chapitre précédent qu'il était super important de faire une mesure du temps précise, parce que si on se trompe sur la mesure du temps, eh bien, on va se tromper forcément sur la localisation. Donc, il est très important d'avoir une horloge à l'heure et surtout qui donne la même heure que celle qu'il y a sur le satellite. Donc, il va falloir effectivement resynchroniser les GPS de nos voitures pour les mettre à l'heure, donc à la bonne heure. Donc, je vous enlève ici le cache et j'avais mis donc ce fait grâce à une mesure du temps. Il faut donc des horloges très précises et donc on envoie un signal à nos GPS pour remettre les GPS de nos voitures à l'heure. Allez, je finis le 6, comme ça finit un paragraphe et après on parlera de relativité, justifier l'affirmation du texte. Or, un décalage d'un millionième de seconde entraîne une erreur sur la position de 300 mètres. C'est ce que l'on avait fait donc dans un chapitre précédent. À la vitesse de la lumière, vous calculez une distance, c fois delta t, d'accord? Si vous prenez un millionième de seconde d'écart, c'est pas énorme, un millionième de seconde. Eh bien, quand vous faites ce calcul, vous voyez que vous avez une erreur sur la position de 300 mètres. Donc, si vous faites une erreur de mesure de durée d'un millionième de seconde, vous avez une erreur sur la position de votre GPS de 300 mètres. Alors effectivement, vous ne voyez plus l'écran, je vois bien qu'il y a eu un souci. Il est temps d'arrêter. J'espère que vous avez eu le son pour entendre la réponse. Si jamais, regardez, normalement, l'écran va apparaître. Je l'ai repartagé, voilà. Vous avez donc la réponse, d'accord? Donc, je redis si jamais c'était pas très clair. Donc, la vitesse de la lumière, ça entraîne, donc si vous faites une erreur d'un millionième de seconde, hein, donc 10 moins 6 secondes, vous faites c fois delta t, 3 10 puissance 8 fois 1 10 moins 6, et vous trouvez 300 mètres. D'accord? Donc, il est important de ne pas avoir de décalage, de ne pas se tromper sur l'estimation de la durée, parce que si vous vous trompez d'un millionième de seconde, vous faites une erreur de 300 mètres sur la position de votre véhicule. OK? Je suis désolée pour cette séance, je n'ai pas apprécié. Ces problèmes de connexion ont fait que ça alourdit tout ça. Ça doit être aussi compliqué de votre côté à suivre. Donc, j'espère que demain sera une meilleure séance. J'espère en tous les cas que tout ce que j'ai dit, vous l'avez compris. Si ce n'est pas tout à fait le cas, vraiment, vraiment, j'insiste, n'hésitez pas, posez des questions. Sinon, je ne sers à rien, d'accord? Donc, pensez-y, il n'y a pas de honte possible. Toutes les questions sont bonnes à prendre, d'accord? J'essaierai d'y répondre toujours le mieux possible. Donc, n'hésitez pas. Donc, ceux qui n'ont pas tout entendu, replongez-vous là-dessus. Le cours est en ligne sur le NT, donc vous avez le corrigé. Donc, vous pouvez le travailler de votre côté. Et s'il y a malgré tout des réponses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à revenir vers moi, hein. Je le ferai avec plaisir. Merci Franck, t'es gentil, mais bon, quand même, j'ai quand même le sentiment que c'était nul. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été nul à ce point. Je suppose que ça vient de chez moi, pour le coup, mais c'est étonnant. La semaine dernière, ça marchait tout très bien. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour ceux qui ont participé. Je vous souhaite donc une bonne journée.